Bienvenue dans le chapitre numéro 3 du livre Poisoning for Profit. On est là sur un énorme morceau, donc il va falloir s'accrocher. Donc le titre du chapitre c'est l'incroyable toxicité de la vitamine A. Même si nous allons investiguer par la suite la théorie de la carence en vitamine A, nous devons avoir une bonne compréhension du côté opposé, c'est-à-dire la toxicité de la vitamine A. Pourquoi cela ? Savoir reconnaître le scénario d'une toxicité à la vitamine A nous aidera à comprendre ce qui se passe réellement dans les expériences de carence à la vitamine A. Première partie, qui s'intitule « Destruction de la tête aux pieds ». La vitamine A a un effet destructeur sur l'ensemble du corps. Elle attaquera toutes les cellules, tous les organes de la tête aux pieds, en particulier les tissus épithéliaux. L'effet le plus destructeur est celui sur les cellules souches. La vitamine A fera fuiter petit à petit le calcium des os et des dents dans le sang. Ce calcium réagira avec le fer et de l'oxygène et c'est une réaction exothermique qui provoquera de l'inflammation et réduira la capacité du sang à transporter l'oxygène qui, à son tour, provoquera d'autres problèmes comme la fatigue, la dépression, etc. Vous allez me dire, si la vitamine A est si toxique, pourquoi ne sommes-nous pas tous morts ? Eh bien, car il y a deux variables à considérer, le temps et la dose. Et en plus de ça, il faut savoir que le corps humain est très bien adapté pour contrôler, pour gérer cette toxine au jour le jour, mais à des doses qui sont raisonnables. Et le problème, c'est que dans notre monde moderne, notre consommation moderne de cette toxine a drastiquement augmenté ces dernières années. Prochaine partie, qui s'intitule « La vitamine A est trop toxique pour être stockée ». Donc là, Grant nous cite une première étude que j'ai listée ici. Donc c'est une étude qui s'intitule Laboratory Medicine Best Practice Guideline. Donc c'est une étude qui donne des guidelines, donc des directives pour bien mesurer la vitamine A, la vitamine E et les caroténoïdes dans le sang lors d'une prise de sang. Donc dans cette étude, il y a toute une partie sur la présentation de la vitamine A. Et donc je vous ai mis la partie de l'étude qui est citée dans le livre. Et donc dans cette partie de l'étude, il est dit que la forme alcool de la vitamine A est le rétinol, et cette forme prédomine dans la circulation sanguine, mais est trop toxique pour être stockée. À la place, le foie stocke le rétinol sous forme d'ester de rétinyle, principalement du palmitate de rétinyle. Donc, ce que Grant veut nous montrer avec cet extrait, c'est que la vitamine A est trop toxique pour être stockée telle qu'elle dans le corps. La vitamine A est une molécule liposoluble, c'est-à-dire qu'elle est naturellement émulsifiée, ou on pourrait dire elle est naturellement absorbée par les lipides. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à retenir par la suite. La vitamine A rentre dans les lipides. Cela inclut les graisses alimentaires et le tissu adipeux du corps. Pour la majorité des gens, les réserves de vitamine A sont dans les graisses du foie et le reste se trouve dans le tissu cutané adipeux. Il faut savoir que plus le foie est surchargé, plus la vitamine A va s'accumuler dans les tissus adipeux périphériques. Lorsque la vitamine A est stockée dans les tissus adipeux, elle n'est pas encore toxique. La circulation sanguine de la vitamine A se fait avec des RBP qui s'appellent Retinol Binding Protein. Ce sont des substances qui encapsulent la vitamine A pour qu'elle puisse circuler dans le sang. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté en jaune. Pour produire des RBP, nous avons besoin de protéines et de zinc. On verra plus tard pourquoi je dis ça. On pourrait se dire, dans des proportions raisonnables, avec suffisamment de protéines, suffisamment de graisse, la consommation de vitamine A n'est pas très dangereuse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la vitamine A se convertit facilement en acide rétinoïque, une forme extrêmement toxique pour le corps, d'ailleurs utilisée en chimiothérapie. Prochain paragraphe qui s'intitule « La vitamine A est trop toxique pour être exposée dans le sang ». Il est important de comprendre que chaque cellule du corps convertira l'excès de vitamine A en acide rétinoïque. Il ne devrait jamais y avoir un excès de vitamine A. Alors qu'est-ce que c'est qu'un excès ?
Un excès, c'est ne pas excéder le seuil de sécurité de stockage. Mais quel est-il, ce seuil de stockage? Eh bien, il est dépendant de nombreux paramètres, dont déjà la quantité déjà présente de vitamine A dans les tissus. Et c'est un seuil qui est également propre à chacun. Mais si on commence à dépasser la capacité de stockage de nos cellules lipidiques, nous allons entrer dans un état de toxicité. Le corps est très bien adapté pour gérer cette toxicité. Il nous forcera à grossir car le gras est une protection vis-à-vis de la vitamine A. Là, je rajoute quelque chose en jaune. C'est également un point qui était central dans l'approche d'Ajunus van der Planis en Primal Diet. C'est un premier mouvement que j'ai vraiment compris, que le tissu adipeux agit comme un tissu protecteur contre les toxines, mais je ne savais pas, enfin, là, l'ajout qu'on a aujourd'hui, c'est que Grant, il suppose que la vitamine A est toxique. Donc ça, en tout cas, ça fait un lien avec ce que j'avais déjà entendu en Primal Diet. Donc le corps nous forcera à grossir et le foie va devenir de plus en plus gros. Il va contenir de plus en plus de vitamine A et de plus en plus d'acide rétinoïque va être libéré dans le sang. L'acide rétinoïque est 10 fois plus toxique que le rétinol et la conversion du rétinol en acide rétinoïque est une simple oxydation qui nécessite un peu d'énergie et de l'oxygène. Donc là, nous avons une citation de cette étude. Alors, je n'ai pas retrouvé l'étude en entier, puisqu'il s'agit en réalité d'un livre, donc j'ai trouvé sur Google Scholar. C'est un livre qui s'appelle Vitamin A Deficiency, Health, Survival and Vision. Donc la partie citée par Grant est la suivante. La vitamine A et les caroténoïdes sont sensibles à l'oxydation, l'isomérisation et polymérisation quand ils sont dissous en solution en présence de lumière d'oxygène et particulièrement à des températures élevées. Ça, c'est la citation de ce livre. Donc là, on reprend le texte de Grant. La conversion est tellement simple, on peut imaginer le rétinol comme un diable déguisé dont sa véritable identité est révélée lors de la conversion en acide rétinoïque. Il faut se rappeler que le rétinol est métabolisé en acide rétinoïque dans les cellules. Le métabolisme est bien connu. Donc là, nous avons une nouvelle étude qui est citée. Je vais la faire afficher. The Acute and Chronic Toxic Effect of Vitamin A. Donc celle-là, pour le coup, on peut la consulter en entier. Effectivement, j'ai retrouvé le passage qui est donné ici dans le livre. Donc, ce que dit ce passage, c'est que l'augmentation postprandiale, donc après un repas, de la vitamine A, donc du rétinol sanguin, peut être réduit quand la vitamine A est ingérée avec d'autres nourritures, comme des graisses alimentaires. Alors que, significantement, donc, une quantité signifiante, donc une quantité élevée de rétinol libre, peut circuler quand la vitamine A est consommée sans acide gras, ce qui conduit à une production excessive d'acide rétinoïque. Donc là, je fais un aparté, on se rappelle de ce qui a été dit tout à l'heure. Les graisses permettent d'encapsuler la vitamine A, ce qui protège. Mais quand on consomme des graisses, on absorbe aussi plus de vitamine A. On reprend le texte de Grant. Selon la capacité de stockage d'une personne et de la composition d'un repas, on peut avoir temporairement de grandes quantités d'acide rétinoïque produites. Ceci est confirmé par des expériences comme dans cette même étude. Donc là, il nous recite la même étude que je vous ai présentée ici. Et cette étude nous dit une élévation aiguë des rétinoïdes, notamment d'ester de rétinyle ou d'acide rétinoïque, se produit après l'ingestion d'une grande quantité de vitamine A, possiblement car la capacité d'absorption intestinale est saturée, ce qui conduit à l'oxydation du rétinol en acide rétinoïque par les entérocytes, donc les cellules de l'intestin, et la formation rapide d'acide rétinoïque à partir du rétinol dans certaines autres cellules. Et là, la dernière phrase nous dit que le bêta-carotène peut participer à la production d'acide rétinoïque, mais c'est généralement une très petite part
de l'acide rétinoïque qui est produite à partir du bêta-carotène, en tout cas chez les humains. Donc on reprend le texte de Grant. Donc voici la cascade. Nous avons en premier une accumulation de rétinol. En deuxième, l'excès va être converti en acide rétinoïque. En 3, l'acide rétinoïque va influencer l'expression génétique des cellules. En 4e, cela va produire une inflammation. En 5e, une baisse du pH. Et en 6e, le calcium va fuiter des os et des dents pour venir faire baisser le pH. Là où l'acide rétinoïque se produit, il va y avoir un dommage cellulaire. Mais où cela va-t-il se produire? C'est variable et aléatoire, mais ça va se voir surtout dans les yeux, dans les tissus et dans les tissus adipeux comme la peau. Pourquoi le rétinol et l'acide rétinoïque sont si toxiques? Car ce sont des molécules qui sont hydrophobes et qui passent facilement à travers la structure membranaire des acides nucléiques. La molécule cyclohexane est géométriquement compatible avec l'ADN et peut donc facilement se substituer dans la séquence d'ADN et l'endommager. La cellule ainsi ne fonctionne plus correctement et va donc générer des protéines mal formées. Ces protéines mal formées vont signaler au système qu'une cellule est défectueuse et donc cette cellule va donc être détruite. Cette action est appelée Retinoid Induced Apoptosis et en gros c'est un mécanisme de mort cellulaire qu'on appelle l'apoptose. Alors là je rajoute une petite partie que j'ai rajoutée avec ChatGPT pour bien comprendre les mécanismes principaux de l'apoptose induit par les rétinoïdes, parce que pour le coup, ça c'est quelque chose qui est documenté. Donc j'ai demandé un peu à ChatGPT d'expliquer tout ça. Alors, quel est le mécanisme de l'apoptose induit par les rétinoïdes? On a une activation des récepteurs nucléaires, c'est-à-dire que l'acide rétinoïque va s'y lier aux récepteurs RAR et RXR dans le noyau. Et ça va modifier l'expression de nombreux gènes impliqués dans la différenciation, le cycle cellulaire et l'apoptose. ChatGPT, on se rappelle, il va nous sortir ce qui a marqué dans les livres de médecine, la pensée dominante. D'accord ? Donc le mécanisme par les rétinoïdes, ça va être une réduction de la prolifération. C'est-à-dire qu'en forçant certaines cellules à se différencier ou à sortir du cycle cellulaire, l'acide rétinoïque peut déclencher une mort cellulaire programmée si ces cellules ne sont plus viables. Donc il y a un effet antitumoral dans certains cancers, donc par exemple, on va en parler tout à l'heure, dans la leucémie, l'acide rétinoïque est utilisé. Et donc ce qu'on nous explique, c'est que l'acide rétinoïque restaure la différenciation des cellules malades et induit leur apoptose. C'est-à-dire qu'on a des cellules cancéreuses qui devraient mourir normalement, mais qui ne meurent pas. Et donc ce qu'on nous explique, c'est que l'acide rétinoïque va génétiquement faciliter cette apoptose qui serait dans ce cas saine, puisque nous ce qu'on veut c'est que ces cellules cancéreuses, elles meurent. Donc voilà pour les explications ChatGPT. Alors, on retourne au texte de Grant. La cellule appelle le système immunitaire pour tuer la cellule défectueuse. Donc on se rappelle, Grant nous dit les rétinoïdes endommagent l'ADN d'une cellule, la cellule ne fonctionne plus correctement. Et donc cette cellule va appeler le système immunitaire, enfin c'est pas elle qui va l'appeler, mais des molécules qui vont signaler cela. Et donc le système immunitaire arrive pour tuer cette cellule défectueuse. Et donc on a là ce qu'appelle la médecine moderne une auto-immunité. Le système immunitaire se retourne contre ses propres cellules, qui n'est rien d'autre que l'action d'un excès de ce qu'on appelle une vitamine. Ce qui va vous surprendre, c'est exactement ce que les scientifiques ont découvert en 1920, mais le terme auto-immunité n'existait pas à l'époque, seulement a été institutionnalisé à partir des années 60. Donc les scientifiques à cette époque, ils ont appelé ça une réponse du système immunitaire à un agent étranger, alors qu'ils n'ont pas pu en observer. Il n'y avait ni bactéries ni virus. Ces chercheurs pensaient observer une mystérieuse réponse du système immunitaire due à une carence en vitamine A. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur expérience n'était absolument pas une carence en vitamine A. Prochain paragraphe. Maintenant, Grant nous propose de nous intéresser à la vitamine A à travers tout simplement des sites étatiques, institutionnels, comme la base LiverTox du National Institute of Health. Donc LiverTox, j'en ai déjà parlé sur ma vidéo d'introduction à la vitamine A. Ceux qui sont abonnés à ma newsletter, ils ont déjà vu la vidéo, c'est une vidéo privée. Donc LiverTox, voilà, c'est la base du NIH. Et donc il y a toute l'hépatotoxicité, d'accord, de la vitamine A. Et donc ce que nous dit cette base de données,
c'est qu'à partir de 40 000 unités internationales par jour, on atteint ce qu'on appelle la dose toxique chronique. Et on peut avoir un état de toxicité qui se crée entre 3 mois à plusieurs années en restant à ce dosage. 300 000 unités internationales est la dose aiguë de toxicité. Donc la vitamine A est une toxine directe à haute dose. L'excès est stocké dans les cellules stellaires hépatiques et leur accumulation peut entraîner leur activation et une hypertrophie, un excès de production de collagène, de la fibrose et une atteinte hépatique. Donc tout ça, c'est dans l'Ivertox là. Donc la toxicité est dose dépendante et peut être reproduite dans les modèles animaux. Prochain paragraphe. La toxicité de la vitamine A est prouvée in vivo. La toxicité de la vitamine A été prouvée dans de multiples expériences sur les animaux, comme cet exemple, The Action of Vitamin K in Hypervitaminosis A, 1947, Walker-Moore. Donc cette étude, elle est disponible ici. Donc on voit que c'est une vieille étude, mais heureusement pour nous, il est possible de se la procurer en PDF. Voilà. Donc elle est ici. Et donc dans cette étude, Grant nous dit, dès 1947, la dose toxique de vitamine A été très bien établie. Et ce qu'il documente est la chose suivante. Des animaux développent rapidement des lésions, des hémorragies dues à un excès de vitamine A, mais aussi des fractures de l'os. Rappelons-nous ce qu'on a dit plus tôt tout à l'heure, la vitamine A ferait fuiter le calcium des os. Ensuite, Grant nous cite une autre étude de 1937 que je n'ai pas réussi à trouver malheureusement, mais qui s'appelle Concerning the Toxicity of Vitamin A de Vedder et Bosenbeg. C'était une étude de 1937. Donc dans cette étude, on a nourri pendant une dizaine de jours des rats avec une goutte d'huile de foie de flétan par semaine. Donc Grant, dans le livre, il met des guillemets autour d'un mot qui est le mot massif. Donc pour lui, c'est un oxymore de parler de doses massives. Quand on donne une goutte d'huile de foie de flétan par semaine à des rats et qu'on observe une destruction de ces animaux. Alors, là, je vais faire intervenir quelque chose, donc c'est mon intervention personnelle. Il faut savoir que cette étude, Mike Fave et Jeff Feldman en ont parlé dans l'épisode 120. Donc c'est cette étude-là, c'est cette vidéo-là. Donc ils ont fait une vidéo réaction à toute cette théorie de la toxicité de la vitamine A. Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller creuser parce qu'il y a des arguments contrepoids, il y a du débat. Donc c'est important d'aller regarder un peu les deux parties. Donc dans cette vidéo-là, qu'est-ce qu'ils expliquent? Ils ont pris cette étude et en fait ce qu'ils ont expliqué c'est qu'une goutte d'huile de foie de flétan, c'était 40 000 unités internationales. Et que c'était 2600 fois les apports journaliers du rat et que c'était 26 fois la dose toxique aiguë si on rapporte ça à l'être humain. Donc ils ont simplement fait un produit en croix en prenant en compte le poids du rat et le poids d'un être humain moyen. Voilà. Donc ils arrivaient à 26 fois la dose toxique aiguë pour un être humain, ce qui est énorme. Voilà, ça fait des millions d'unités internationales. Cependant, j'ai quand même demandé à ChatGPT ce qu'il en pensait. Et donc, voilà ce qu'il m'a répondu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la teneur en vitamine A de l'huile de foie de flétan peut être très variable selon les études ou les sources qu'on prend. Par exemple, dans cette étude ici, par gramme d'huile, on a 60 000 unités internationales. Si on prend d'autres études, on arrive à 1 million. Donc vous voyez qu'entre 60 000 et 1 million, il y a des disparités énormes. Voilà. Donc maintenant, si on fait notre calcul avec 60 000 UI par gramme, ça nous donne 2700 unités internationales par goutte. Donc on est loin des 40 000 dit dans la vidéo de Feldman et Fave. Par contre, si on prend 1 million d'unités internationales par gramme, on arrive à 46 000 unités internationales par goutte, ce qui se rapproche des 40 000 de la vidéo critique. Donc là, difficile de trancher, en tout cas pour moi, pour l'instant, parce qu'on voit que ça dépend vraiment des sources qu'on prend. Maintenant, il y a une autre chose aussi à considérer, c'est que Mike Fave et Feldman, ils ont fait un produit en croix, c'est-à-dire ils ont dit, voilà les besoins de l'homme,
on regarde le poids d'un homme moyen, on regarde le poids du rat, et donc on en déduit, avec la coefficient de proportionnalité, la dose journalière, le besoin journalier du rat. Or, il se trouve que on ne peut pas vraiment faire un produit en croix, enfin, c'est ce que ChatGPT m'a dit, c'est que la dose toxique pour le rat est plus élevée par rapport à son poids que pour un être humain. Donc le rat pourrait supporter normalement de plus grandes quantités d'unités internationales. Okay. Donc si on prend cette nouvelle dose toxique pour le rat, à 60 000 unités internationales par gramme, une goutte, c'est un tiers la dose toxique aiguë. Ce n'est pas une dose qui est énorme si on la porte une fois par semaine. Et si on a 1 million, là on est 6 fois la dose toxique aiguë. Bon, bah, si on apporte ça une fois par semaine, c'est comme si on était tous les jours en dose toxique aiguë. Voilà. Donc ça, c'est une petite information supplémentaire que je voulais apporter. La vidéo critique de Fay et Feldman et l'incertitude qu'on a par rapport à la quantité de vitamine A qu'il y a dans cette huile de foie de flétan et aussi ce que ça représente pour le rat. Donc difficile pour moi à l'heure actuelle de conclure sur cette étude. Ensuite, on a une autre étude de 1937 de Vedder et Bosenberg. Donc là, malheureusement, je n'ai pas réussi à retrouver l'étude, où on a nourri des rats avec une demi-cuillère à café pendant 10 jours, c'est-à-dire 20 000 unités internationales. Et là, encore une fois, on observe pour les rats un défaut de croissance, une inflammation dans les yeux, de l'exophthalmie, des perturbations osseuses avec des fractures. Et la Grant nous dit, c'est quand même très étrange, que nous ayons une expérience de toxicité de vitamine A qui produisent les symptômes d'une déficience en vitamine A en 10 jours. D'après lui, les symptômes qu'on observe sur les rats sont les symptômes de la xérophthalmie, une atteinte de l'œil, qui normalement se produit en cas de carence de vitamine A. Autre étude de 1963, d'Aidelot cette fois, j'ai réussi à la trouver, donc voici l'étude en question, sur des poulets, 9 pages. Dans cette étude, on a exposé un tissu épithélial à la vitamine A. Et voici un extrait de l'étude. La déficience en vitamine A semble avoir peu d'effet sur la peau et les autres épithéliums qui sont normalement kératinisés. Mais cela change avec de grandes quantités de vitamine A. Quand la vitamine A est appliquée localement sur la peau des rats, Sabella 1951, donc c'est une référence à une autre étude, ou administrée oralement dans de larges doses, Studer 1949, donc c'est une référence à une autre étude, la peau ne s'est pas kératinisée normalement, alors que les cellules non kératinisées ont proliféré rapidement et formé un épithélium épais. Donc on continue sur la partie suivante, qui s'appelle « La toxicité de la vitamine A est prouvée in vitro » cette fois. Cette dernière étude est importante car nous voulons mieux comprendre l'effet de la vitamine A sur les cellules souches des tissus épithéliaux. Pour cela, il faut parler de l'étude de Fell et Mellanby. Donc dans cette étude, les chercheurs ont eu une très bonne compréhension de ce qui se passe, c'est-à-dire de l'effet de la vitamine A sur les cellules souches. Mais ils ont pensé qu'il s'agissait d'un processus de différenciation. Je précise que les passages qui sont cités dans le livre de Grant Généreux, je ne les ai pas retrouvés dans cette étude. Donc ça, c'est l'étude de 1953. Et il fait également référence à une étude de 1957 de ces deux mêmes chercheurs. Donc je précise que voilà, les extraits que je vais lire là, je ne les ai pas retrouvés dans cette étude. Premier extrait. De fortes concentrations de vitamine A influencent également la différenciation épidermique in vitro. Lorsque de la peau embryonnaire de poussins cultivés selon la méthode de culture d'organes était traitée avec des concentrations relativement élevées de vitamine A, la kératinisation normale était inhibée. Et un épithélium sécrétant du mucus, parfois cilié, remarquablement similaire à celui de la muqueuse nasale normale, se développait à la place. Ces résultats montrent clairement que la vitamine A exerce une influence considérable sur la différenciation épithéliale.
Un excès inhibe la kératinisation des épithéliums et induit parfois une métaplasie muqueuse, tandis qu'une carence in vivo inhibe la sécrétion de mucus et provoque la kératinisation de nombreuses muqueuses. Puis, dans la discussion de l'étude que nous avons, donc là, il parle de l'étude Heidelot, donc c'est cette étude-là. Bien que la vitamine A soit essentielle au maintien normal des épithéliums sécréteurs de mucus et qu'à forte concentration, elle puisse favoriser la métaplasie muqueuse de certains épithéliums kératinisés, dans les expériences qui viennent d'être décrites, de fortes concentrations de vitamine A ont en réalité inhibé la synthèse et la sécrétion de mucus par l'épithélium trachéal du poussin. Des expériences antérieures montrent cependant que la concentration de vitamine A n'a même pas besoin d'être anormalement élevée pour inhiber la sécrétion de mucus par l'épithélium trachéal. En effet, chez les jeunes poussins, la sécrétion est en partie inhibée par la concentration normale de vitamine A présente dans l'organisme. Donc, il y a des affirmations contradictoires ici. Première chose, ça c'est mon ajout. La vitamine A est importante pour que les tissus qui produisent du mucus, comme dans les voies respiratoires ou le tube digestif, comme elles ont été étudiées dans le poussin, restent en bon état. À forte dose, la vitamine A peut provoquer une métaplasie muqueuse, c'est-à-dire que certains tissus comme la peau ou des muqueuses qui deviennent normalement dures et sèches, comme à l'intérieur de la trachée chez le poussin, se transforment en tissus qui produisent du mucus. Donc plus de cellules qui sécrètent du mucus. Mais, surprise, dans les expériences citées, quand on donne beaucoup de vitamine A à des poussins, ça fait l'effet inverse. Leur trachée fabrique moins de mucus et les cellules sécrétrices sont inhibées. En plus, des expériences passées ont montré que même une dose normale de vitamine A peut réduire la production de mucus dans la trachée des jeunes poussins. Donc là, Grant nous dit, ces extraits sont pleins d'affirmations contradictoires. Quand les chercheurs disent que des concentrations élevées de vitamine A induisent une métaplasie muqueuse, je pense que ce qu'ils ont observé n'est pas du mucus, mais des fluides lymphatiques. Donc toutes ces études-là sont des études in vitro, donc on ne peut pas observer le lien entre la réponse immunitaire et l'exposition à la vitamine A. Mais nous avons d'autres études pour cela. Donc là, il cite une étude qui a été faite dans The Retinoids Volume 2 Baert. Bon, je vais vous le montrer. J'ai pas réussi à accéder à cette ressource, mais ça ressemble à ça. Voilà, donc il s'agit d'un livre scientifique. Donc je ne sais pas comment il a eu accès à son contenu, je n'en ai aucune idée. Mais il nous dit que dans ce livre, on a injecté 25 à 100 microgrammes par jour sur des souris, ce qui a fortement stimulé la production de cellules cytotoxiques. L'activité des cellules tueuses pourrait donc être stimulée par l'acide rétinoïque. Il y a une injection d'acide rétinoïque dans ces souris de 25 à 100 microgrammes par jour. Et nous avons d'autres études où le rétinol libre et l'acide rétinoïque initient l'apoptose cellulaire par activation du système immunitaire. Donc dans ce cas, il ne peut y avoir de doute qu'il s'agisse de toxines. Regardons maintenant les effets directs documentés d'une exposition courte à moyenne à l'acide rétinoïque dans le cas d'un traitement médical. Donc là, on arrive à une nouvelle partie qui s'appelle l'acide rétinoïque est une drogue, donc en anglais, c'est-à-dire médicament, anti-acné, le Roaccutane. Le Roaccutane est un pacte avec le diable. Il offre des améliorations à court terme en échange de potentielles souffrances à vie. Nous donnons ce médicament à des millions d'adolescents et voici les effets secondaires qui nous sont présentés par le programme iPledge. Donc là, je rajoute une petite information. Le programme iPledge, c'est un système de gestion des risques mis en place par la FDA aux États-Unis pour encadrer l'utilisation de médicaments qui contiennent de l'acide rétinoïque comme l'isotrétinoïne qui est utilisé dans le Roaccutane, donc qui est ce fameux médicament contre l'acné sévère, mais hautement tératogène, c'est-à-dire pouvant provoquer de graves malformations congénitales s'il est pris pendant la grossesse. Donc voici les symptômes présentés par le programme iPledge au sujet du Roaccutane. Problème de peau, de pancréas, de foie,
d'estomac, des os, du muscle, perte de l'audition, de la vision, problème de lipides, dyslipidémie, réaction allergique, problème de glycémie, perturbation des globules blancs et rouges. Les symptômes les plus communs étant la peau sèche, les yeux secs, et le nez sec, la fatigue, les troubles du sommeil et de la concentration. Mais ce n'est pas tout. Parmi les symptômes, on note de la dépression et des troubles psychiatriques comme entendre ou voir des choses irréelles et même les pensées suicidaires. Donc là, c'est moi qui rajoute cette source-là, c'est l'ASNM, donc l'Agence nationale de la santé du médicament en France. Donc là, on a les risques liés à la prise d'isotrétinoïdes, donc c'est le Roaccutane par voie orale. Donc effectivement, tout ce qu'il dit dans ce livre est documenté. Risque de malformation du fœtus, troubles psychiatriques, des lipides du foie, de la peau, des muqueuses, de la vision, musculaires, intestinaux. Tout est ici. Donc je vais vous montrer, pour ce qui est du suicide, donc là on est sur la page de l'ASNM, risque de troubles psychiatriques. Dans de rares cas, certains patients prenant de l'isotrétinoïne se sont sentis déprimés et ont ressenti une aggravation de leur dépression ou ont développé des troubles de l'humeur ou du comportement importants pendant leur traitement ou peu de temps après son arrêt. Ces troubles se traduisent par des symptômes tels que tristesse, anxiété, changement de l'humeur, crise de larmes, irritabilité, perte de plaisir ou d'intérêt dans des activités sociales ou sportives. Excès ou perte de sommeil, changement de poids ou d'appétit, baisse de la performance scolaire ou au travail, troubles de la concentration, troubles sexuels, idées noires, comportements violents ou agressifs. Dans de très rares cas, des patients ont eu des idées suicidaires, quelquefois avec passage à l'acte. Donc tout ceci est documenté et connu. On continue. Le risque le plus immédiat sont les effets sur un potentiel nouveau-né. La malformation congénitale des yeux, des oreilles, du système nerveux central, du système cardiovasculaire, de la thyroïde, des perturbations hormonales et même la réduction du QI, la naissance prématurée ou encore les fausses couches. Au cours d'un traitement classique de Roaccutane, la dose totale peut atteindre entre 5 à 6 grammes. Pris en une dose, celle-ci pourrait être facilement létale. Ce qu'on vous dit, c'est que l'acide rétinoïque réduit la taille des glandes sébacées, mais la vérité, c'est que c'est un empoisonnement qui tue les cellules souches des glandes sébacées. Et encore, si ça ne se limitait qu'aux glandes sébacées, mais ça s'étend à toutes les cellules souches du corps. La liste des symptômes du Roaccutane est extrêmement longue. Arthrite, diabète, migraine, douleur, hypertension intracrânienne, eczéma, yeux secs, glaucome, intolérance alimentaire, syndrome de l'intestin irritable, dépression, anxiété, réduction de la testostérone, syndrome de fatigue chronique, dysfonction érectile, perte de poids, augmentation des enzymes hépatiques, perte de cheveux. Je m'arrête là parce que la liste, il doit y avoir au moins 50 ou 60 symptômes qui sont listés dans le livre. Prochaine partie. L'acide rétinoïque est utilisé comme chimiothérapie. La molécule utilisée pour le traitement pour l'acné est la même que celle utilisée pour la chimiothérapie. Il s'agit du même isomère. Voyons les effets secondaires pour l'utilisation de l'acide rétinoïque en chimiothérapie. Maux de tête, peau sèche, sécheresse des membranes, de la bouche et du nez, douleurs osseuses, nausées, vomissements, rougeur, démangeaisons, transpiration, douleurs musculaires articulaires, inappétence, réaction allergique, brouillard mental, vertige, insomnie, anxiété, faiblesse, inflammation du foie, de l'estomac, pulmonaire, pancréatite, anémie, insuffisance rénale, perte d'audition, troubles psychiatriques, syndrome de l'intestin irritable, dyslipidémie, suicide. Et là encore, je m'arrête là parce qu'il y a 40 symptômes. Il s'agit littéralement d'une destruction de la tête aux pieds, mais le plus important est que nous reconnaissons ici la liste des symptômes de la tête aux pieds d'une auto-immunité. L'acide rétinoïque est utilisé depuis 1960. C'est un médicament qui est très inefficace. Et ce que ça fait? Empoisonner le corps tout entier en décimant les cellules souches, à tel point que le processus du cancer se met en pause. D'ailleurs, pour la plupart des gens qui survivent au traitement du cancer, celui-ci réapparaît une fois les cellules souches se mettant à se développer de nouveau. Le plus étonnant, c'est que les études où l'acide rétinoïque est utilisé non seulement baissent les chances de survie par rapport à un placebo, mais en plus accélèrent la mort des patients.
L'acide rétinoïque a été utilisé des millions de fois sur des cancers et à chaque fois causé une multitude de ses effets secondaires. Donc, il ne s'agit pas d'effets secondaires, mais ce sont les résultats et les effets directs résultant de l'empoisonnement d'un corps. Prochaine partie, la toxicité de la vitamine A prouvée continuellement en dermatologie depuis 50 ans. La vitamine A et l'acide rétinoïque sont utilisés depuis 50 ans en dermatologie. Les rétinoïdes sont appliqués sur la peau pour leur effet épaississant, dit rajeunissant. Le mécanisme du traitement tel qu'il est décrit, c'est induire une plus rapide division cellulaire des cellules souches de la peau. Cependant, au début d'un traitement, presque toujours, il y a une inflammation de la peau et même un amincissement de celle-ci à long terme. L'effet de l'épaississement sur la peau est toujours un bénéfice d'une observation à court terme. En plus, beaucoup de patients sont obligés d'arrêter le traitement car l'inflammation devient trop sévère. Ce qui arrive quand on applique un peu trop longtemps ou un peu trop de quantité de la crème. De cette crème avec des rétinoïdes. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'épuiser les cellules souches. Nous irons dans le détail dans d'autres chapitres. Oui, la peau s'épaissit, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Le corps tente rapidement de remplacer les cellules empoisonnées en augmentant sa production de cellules souches. Concernant le véritable fonctionnement des rétinoïdes, la recherche médicale comprend les choses très lentement. Cela lui a pris 50 ans en dermatologie pour commencer à reconnaître que sur le long terme, les rétinoïdes ne fonctionnent pas pour les traitements cutanés. Et aujourd'hui, plus de 700 cosmétiques contiennent des rétinoïdes. Maintenant, est-ce que cette situation peut s'empirer? Oui, exposez cette peau surchargée en rétinoïdes à la lumière du soleil et vous augmentez vos chances du cancer de la peau. Beau travail. La vitamine A est une molécule fortement photoabsorbante. C'est probablement pour cela qu'on la retrouve dans presque toutes les plantes sous forme de bêta-carotène. Mais lorsqu'elle est présente dans la peau, elle agit comme un micro-ondes miniature. Exposée au soleil, elle capte intensément la lumière et la convertit rapidement en chaleur, concentrant ainsi les radiations solaires à l'intérieur des cellules. Prochaine partie, la vitamine A peut causer la mort. Si on consomme des quantités massives de vitamine A sur une courte période, on appelle cela une toxicité aiguë. Des gens en sont morts. Par exemple, des personnes ayant consommé des jus de carotte. Donc là, ce qui fait grande, c'est qu'ils proposent 2 petites études, pas vraiment des études, mais ce sont des rapports dans des journaux médicaux qui stipulent qu'une personne est morte parce qu'elle a fait trop de jus de carotte. Et il y a une deuxième étude qui parle d'un nouveau-né mort suite à la prise de 25 mg de rétinol pendant 11 jours. Donc c'est une publication qui est apparue en 1996 par Sommer et West. Donc là, je rajoute une petite information supplémentaire, c'est que 25 mg de rétinol, ça représente environ 62 fois les apports journaliers d'un nourrisson. La dose toxique aiguë est à 100 fois les apports journaliers recommandés. Et la dose toxique chronique à 10 fois les apports journaliers recommandés. Donc là, on est entre les deux. Et si ça ne vous tue pas, voici les symptômes de toxicité chronique. Donc là, il cite un extrait de toujours cette même étude de Sommer où il liste plus de 50 symptômes qui sont liés à la toxicité chronique de la vitamine A, dont les plus fréquents sont l'alopécie, l'ataxie, les douleurs musculaires, la conjonctivite, les maux de tête, l'hépatotoxicité, l'hyperlipémie, la sécheresse des membranes, le prurit, donc les démangeaisons, les tumeurs, les troubles divers de la peau et les troubles de la vision. Mais encore une fois, là j'ai la liste sous les yeux, je ne vais pas lire les 50 symptômes, mais il y en a énormément. À première vue, quand vous lisez qu'il y a 50 symptômes de toxicité chronique, vous vous dites que cela devrait susciter de sérieux doutes quant au fait que ce soit une vitamine. Mais il y a plus intéressant à creuser. Ces symptômes ne sont-ils pas aussi les mêmes symptômes d'une carence en vitamine A? Comment Sommer et ses collègues, en écrivant ce rapport, n'ont pas remarqué que la conjonctivite, les troubles de la peau et les troubles de la vision sont les premiers et les plus courants symptômes
d'une carence en vitamine A. Et ils apparaissent également dans les symptômes d'une toxicité à la vitamine A. Très étrange, n'est-ce pas? Prochaine partie. Alors, l'effet tératogène de la vitamine A est très bien connu et documenté. C'est d'ailleurs tout ce qui est écrit sur la page de l'ASNM. Donc là, c'est ma propre intégration. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui est très bien documenté. Donc l'effet tératogène d'une molécule, c'est le fait qu'elle peut engendrer de sérieuses malformations congénitales sur les nouveau-nés, donc qui sont en gestation. Ce que Grant nous dit dans ce paragraphe, c'est qu'il est intéressant pour moi d'apprendre que parmi les 800 toxines connues par l'être humain, seulement 20 d'entre elles ont été prouvées comme tératogènes. En d'autres mots, il n'y a que 2,5% des toxines connues par l'être humain, des toxines pour l'être humain, qui sont tératogènes. Et devinez quoi? La vitamine A en fait partie. Prochaine partie, sommes-nous sûrs qu'il s'agit de vitamine A et pas de poison A? Avec tout ce que je viens de vous expliquer dans ce chapitre, est-ce qu'avec votre intuition, vous n'avez pas envie de vous poser la question si ce qu'on nous présente est réellement une vitamine ou pas? Dans ce chapitre, il y a 2 points qu'il faut retenir qui sont très importants. Le premier point, c'est que la vitamine A se convertira en acide rétinoïque dans le corps. Et ceci n'est pas une théorie, n'est pas une spéculation, c'est documenté dans la littérature scientifique. Et il y a un consensus sur ce point. Le deuxième point, c'est qu'il faut comprendre la destruction que va causer l'acide rétinoïque en excès dans le corps. La raison pour laquelle je veux que vous compreniez cela, c'est que je veux que vous soyez capable de reconnaître tous ces symptômes de destruction lorsqu'ils apparaîtront dans d'autres études que nous verrons plus tard. Et notamment des études qui sont censées prouver la carence en vitamine A. Et ce que je vais vous montrer dans les chapitres prochains, c'est que les soi-disant expériences qui prouvent la déficience en vitamine A ne sont rien d'autre que des expériences où on a administré de grandes quantités d'acide rétinoïque. Voilà pour ce chapitre. Je vous dis à bientôt pour le chapitre numéro 4.